Donc cet après-midi, nous allons échanger avec les actrices engagées dans l'accueil des personnes concernées par les mutilations génitales féminines dans le Loiret. Alors on vous a mis vos noms et placés, voilà. Alors, il nous manque les femmes du groupe Stop à l'excision. On vous attend, mesdames. Vous êtes bienvenues sur scène également. Allez. Ok, ça marche. C'est moi qui vais m'installer là. Mais c'est bien là. Très bien. Donc, écoutez, ce matin, donc, nous avons échangé sur les définitions des mutilations génitales féminines. Et cet après-midi, nous allons pouvoir nous enrichir de vos connaissances, de vos associations, de vos services, puisque vous représentez 5 dispositifs distincts et donc un large panel pluriprofessionnel, chacune ayant des spécificités d'intervention et d'accueil du public. On vous propose de procéder à un tour de parole, une quinzaine de minutes par dispositif d'abord, et puis après, comme ce matin, on échangera en dynamique d'échange avec le public. Du coup, Kim Axel, je vais te laisser commencer et te présenter. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, très bien. D'abord, je souhaiterais remercier le planning de m'inviter aujourd'hui pour cette table ronde. Moi, je suis Kim Axel Kraba et donc je suis juriste au CIDFF du Loiret. Donc, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et donc, c'est une association qui a été créée il y a à peu près 50 ans. Et on va permettre l'accès aux droits des femmes et on va aussi soutenir et accompagner les femmes victimes de violences. Donc, dans cette association, j'occupe la mission de juriste. Donc mon poste il va se décomposer en 2 grosses missions. Donc ça va être plutôt l'entretien juridique sur des thématiques comme le droit de la famille, tout ce qui est droit des étrangers, les violences faites aux femmes. Et en parallèle, j'ai également une mission de sensibilisation. Donc ce sont des interventions collectives où je vais sensibiliser sur différents thèmes. Donc tout ce qui est violences faites aux femmes, inégalité, stéréotypes hommes-femmes. On a plein de sujets qu'on peut aborder en tout cas avec ces interventions collectives. Donc j'interviens aujourd'hui parce que les mutilations génitales féminines, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est un sujet que j'ai découvert tout simplement au cours de mes études. Je cherchais un stage de fin d'études et j'ai eu la proposition de faire un stage au Fonds des Nations Unies pour la population. Donc j'ai pu travailler sur ce sujet directement sur le terrain. Donc c'était une grosse découverte pour moi, un sujet que je ne connaissais pas du tout. Et par la suite, c'est devenu le sujet principal de mon mémoire. Et j'ai intégré plusieurs associations qui traitaient de ce sujet, notamment l'association Chance et Protection pour Toutes, qui est plutôt sur le secteur de Tours. Donc voilà un peu mon parcours concernant cette thématique. Et je voulais d'abord vous faire un rappel du cadre législatif concernant les mutilations génitales féminines, notamment en France. Alors, il est important de rappeler la définition qui a été donnée par l'OMS, qui définit ces mutilations. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? Parfait. D'accord. Je vais essayer de pas trop bouger comme ça, c'est bien ? Donc, je voulais d'abord vous rappeler la définition de l'OMS qui définit les mutilations génitales féminines comme des ablations totales ou partielles des organes génitaux féminins et à des fins non thérapeutiques. Donc, c'est important de le rappeler. Et il y a plusieurs textes internationaux qui vont parler de ces mutilations génitales féminines comme étant des actes de torture et comme étant des actes qui ne doivent pas être justifiés pour des fins de coutume, de culture ou encore pour des questions d'honneur. C'est un élément important à rappeler parce que
Souvent dans les causes qui expliquent ces mutilations génitales féminines, on entend que c'est pour la religion, alors qu'on retrouve dans aucun texte religieux le fait qu'il faut mutiler les femmes. On entend aussi que c'est la tradition, que ça a été transmis de génération en génération, qu'il faut le faire. En tout cas, les textes internationaux ont voulu rappeler que ce n'est pas du tout le cas. Et également, en droit interne, on s'est rendu compte qu'en France, on a eu une prise en compte assez tardive de tout ce qui est question de mutilation génitale féminine. Ça a été fait surtout dans les années 80. Dans les années 80, on a eu plusieurs vagues de migration et on s'est rendu compte que ces pratiques étaient perpétuées en France ou à l'étranger sur des Français ou des personnes résidant en France. Donc le législateur a voulu intervenir à ce sujet. Et on a eu les premières lois qui sont intervenues dans les années 80. Et là, aujourd'hui, le code pénal va enfin créer une infraction. Donc on parle de violence entraînant une mutilation pouvant on aura plutôt une condamnation à hauteur de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Et ça peut augmenter en fonction de la réalisation donc, de cette mutilation sur un mineur de moins de 15 ans. Et lorsque ça a été réalisé par un ascendant, alors on monte là à 20 ans d'emprisonnement. Donc l'emprisonnement par rapport aux mutilations génitales féminines en France est assez important. Des peines qui sont très lourdes. On s'est rendu compte, en tout cas aujourd'hui, que les mutilations génitales féminines, elles se réalisaient très 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 peu en France. Car les condamnations sont lourdes et les risques que les jeunes filles elles peuvent rencontrer, c'est surtout lorsqu'elles voyagent donc, en dehors de la France, dans les autres pays européens, ou quand elles partent en vacances et qu'elles vont dans leur pays d'origine, là, le risque s'accroît vraiment de manière beaucoup plus importante. C'est pourquoi le législateur il a décidé tout simplement de punir ces mutilations génitales féminines, qu'elles soient faites en France ou à l'étranger, et peu importe la nationalité de l'enfant. Ça, c'est important de le rappeler. Donc un enfant qui a, par exemple, sa résidence habituelle en France, on pourra aboutir à une condamnation s'il est victime de mutilations génitales féminines. Ce matin, je me permets, ce matin, Alimata Fofana nous expliquait que finalement, il y avait un tabou et une chape de plomb tellement énorme sur ce sujet que du coup, il se passait quand même des choses en France. Elle est persuadée, elle nous parlait de procès d'exciseuses, de mutilations qui ont été réalisées en France, mais que finalement, les victimes et les complices n'en parlaient pas. Et du coup, est-ce qu'on a des éléments par rapport à cela ? Alors en fait, ça va être la grosse problématique. Donc on a ces infractions qui sont créées, mais étant donné qu'il y a le tabou autour des mutilations, le fait d'en parler, le fait de dénoncer, on sait très bien qu'il y a au moins un membre de la famille qui est au courant et que ça constitue quand même une infraction. Ça ne va pas être un crime comme la mutilation, mais ça va être un délit. Et comme on sait que c'est au sein de sa propre famille, c'est très rare. J'avais vu une condamnation, donc c'était dans la Sarthe, au Mans. C'était une mère de famille qui avait été condamnée donc, à de la prison avec sursis, mais les condamnations restent quand même assez rares. C'était en 2022. Donc on a vraiment ce décalage entre le droit et la pratique. Les condamnations existent, mais on a du mal à en parler, parce qu'on sait qu'il y a forcément un membre de la famille qui sera lié et que ça constitue un délit. Donc ça reste toujours difficile, en tout cas de ce point de vue-là, malheureusement. Et je voulais aussi revenir avec vous sur la question de la demande d'asile et donc des mutilations génitales féminines, parce que c'est un gros point que nous, on peut voir, en tout cas au CIDFF, dans l'accompagnement des femmes. Alors juste pour rappeler en quelques mots ce que c'est que la demande d'asile, c'est lorsqu'une personne donc, vient en France parce que soit elle a été persécutée ou soit elle craint d'être persécutée dans son pays d'origine, et donc elle va demander une protection internationale, par exemple en France ou dans un autre pays. Et donc, on se rend compte qu'il y a des jeunes filles qui viennent en France parce qu'elles craignent d'être excisées dans leur pays d'origine. Donc, elles demandent l'asile sur ce fondement. Et pour obtenir l'asile ou une protection internationale, on a différents motifs, différents fondements. Donc, c'est une persécution en fonction de la race, de l'origine, de la nationalité ou encore des opinions politiques. Et le dernier élément, c'est l'appartenance à un groupe social. Et c'est sur ce fondement-là qu'on va pouvoir demander l'asile au regard de l'excision.
Donc on se rend compte qu'il y a eu différents mouvements de jurisprudence. Donc au début, ils octroyaient de manière assez, bon, on ne va pas dire facile, mais plus facilement en tout cas, l'asile dans le début des années 2000. Après, ils ont resserré cet octroi de la protection internationale. Ils donnaient la protection subsidiaire, qui est moins avantageuse que le statut de réfugié. Et là, on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, ils commencent à réouvrir les vannes et qu'on peut obtenir ce statut de réfugié après que son enfant ait été menacé, en tout cas, d'excision dans le pays d'origine. Donc nous, en tout cas, au quotidien, on va accueillir ces femmes, on va les renseigner sur les possibilités de demander l'asile. Et c'est vraiment un combat qui est assez compliqué. On cherche tous les jours des moyens de régularisation, que ce soit par l'asile ou en demandant une carte vie privée, vie familiale. Mais c'est vrai que les avancées sont quand même assez compliquées sur le sujet. Donc j'espère que cet éclaircissement a été intéressant pour vous et vous me poserez des questions par la suite. Oui, tout à fait. Notez bien vos questions. On va vous laisser la parole ensuite. Et la transition est idéale pour vous passer la parole, Madame Tisseron, puisque vous êtes le médecin responsable de l'unité d'accueil pédiatrique enfance en danger du CHRO. Qui se manifeste d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et vous accueillez peut-être plus spécifiquement justement les mineurs, entre autres dans ce cadre. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc moi je suis pédiatre et médecin légiste, donc responsable de l'unité d'accueil pédiatrique enfance en danger du CHR d'Orléans. Nous accueillons des enfants de 0 à 18 ans victimes de tout type de maltraitance, physique, sexuelle, psychologique, négligence lourde, enfants exposés aux violences conjugales. Et donc, dans le cadre de ce que vous disiez, Madame, justement, des familles demandeuses d'asile, on reçoit des familles qui nous amènent leurs enfants, leurs petites filles, pour des certificats de non-excision, en fait. Alors, en fait, comment sont organisées ces consultations? En fait, ce qu'on essaye de faire quand on reçoit ces familles, les mamans le plus souvent, parfois il y a le papa, pas toujours. Moi, j'aime bien essayer de comprendre dans quel contexte ces familles sont arrivées en France, d'abord de quelle origine sont le papa, la maman, de quel pays ils sont, depuis combien de temps ils sont en France. Bien souvent, papa et maman ne sont pas en France depuis la même période. Est-ce qu'il y a des voyages prévus à l'étranger? C'est toujours l'idée, c'est de comprendre dans quel contexte la famille vit, mais aussi toujours en arrière-pensée de savoir si à un moment ou à un autre, il y a un risque d'excision pour les enfants pour lesquels on est sollicité pour ce certificat. Savoir s'il y a des enfants, combien il y a d'enfants, parce qu'on nous présente un enfant là à examiner, parfois plusieurs, mais parfois il y a des enfants qui sont restés aussi au pays. C'est pas toujours facile. Parfois aussi on est confronté à des mamans qui nous expliquent leur histoire de vie. Alors, moi, j'essaie je pose toujours la question à ces mamans de savoir si elles ont elles-mêmes été excisées. La réponse, elle est toujours oui. Il y a une seule fois, il y a une maman qui m'a dit non. Et donc on parle un petit peu de cela et des conséquences qu'elles en ont au quotidien. C'est pas toujours facile parce que on a parlé beaucoup depuis ce matin du tabou et je ne sais pas si quand elles viennent demander ce certificat pour leur enfant, si elles s'attendent à ce qu'on puisse aborder cette question-là les concernant en fait. Mais j'essaye d'aborder ça, des conséquences les concernant, parce que moi, ça me permet aussi, du coup, de parler des conséquences possibles sur les enfants et d'aborder l'interdit de l'excision et de pourquoi c'est interdit en France, de l'interdit des conséquences immédiates, à court terme, à moyen terme et à long terme. Je leur demande si elles connaissent cet interdit, si leur mari connaît l'interdit, si les deux parents sont là, ça permet de rappeler cet interdit-là aux deux parents.
Je rappelle que l'interdit, c'est interdit en France, on en a parlé tout à l'heure, hein. C'est interdit de le faire sur le territoire français, mais c'est aussi interdit d'emmener son enfant au pays, le faire dans le pays d'origine et de revenir sur le territoire français. Donc ça, je le reprécise, parce que ça, c'est pas toujours connu des familles. Parfois, quand on parle de toutes ces conséquences, il y a des mamans qui nous font part du fait qu'elles ont déjà perdu un enfant en Afrique des suites d'excision. C'est toujours un moment très compliqué, très douloureux. C'est des mamans qui peuvent nous expliquer à quel point elles ont conscience de cet interdit très fort et qu'elles sont là, oui, pour protéger leur enfant. Et c'est pour ça qu'elles sont là. Cet entretien, il est important pour nous parce que ça nous permet aussi c'est un seul entretien, hein, mais ça nous permet de déterminer si on pense qu'il y a un risque ou pas d'excision pour l'enfant qu'on nous présente là. C'est-à-dire que parfois, on nous dit que oui, il y a un voyage qui est prévu, et quand on interroge un peu sur ce voyage prévu, c'est pas très clair, on ne sait pas trop les circonstances, on ne comprend pas très bien. Et quand on sent qu'il y a un risque, que les choses ne sont pas très claires, ça nous est arrivé de faire un signalement au procureur de la République parce qu'on pense qu'il y a un risque pour l'enfant qu'on nous présente d'un départ à l'étranger avec peut-être possiblement un risque d'excision. Ça nous est déjà aussi arrivé de faire un signalement parce que on nous amène 2 enfants. Une enfant qui est née en Afrique, qui a été excisée en Afrique et pour lequel on nous demande de faire un certificat. Alors la famille est tout à fait de bonne foi, hein. Elle nous explique que ça a été fait contre leur gré et qu'ils viennent pour la petite sœur qui veulent protéger. Mais nous, on n'a pas de preuve de ce qui a été fait, où et comment et quand. Donc on explique aux familles qu'on a l'obligation de faire ce signalement pour dire voilà, comment les choses ont été faites. Donc ça nous arrive de faire des signalements dans ces situations-là. Et une fois, on a fait un signalement parce que une maman était complètement désemparée par le fait qu'elle craignait que son papa vienne chercher son enfant pour lui subtiliser son enfant et la ramène en Afrique pour la faire exciser. Et cette maman, elle vivait complètement dans la terreur qu'on lui vole son enfant. Et donc, le week-end, elle vivait enfermée avec sa petite fille. Elle allait à l'école chercher sa petite fille à 4 heures pour y être une demi-heure à l'avance pour être sûre qu'on lui subtilise pas son enfant. Et j'avais appelé la procureure en disant, écoutez, je pense qu'il faut faire un signalement parce que cette maman, elle a besoin d'être aidée, non pas pour dénoncer, mais pour la protéger, pour l'aider. Ce qui nous avait été conseillé, c'était déjà de dire à cette maman d'aller à la préfecture pour faire une interdiction de sortie du territoire pour sa petite fille, ce que la maman avait fait. Et en fait, quelques mois après, cette maman, elle était revenue, elle avait accompagné une autre maman, et avec les masques, on ne s'était pas reconnus. Enfin, moi, je ne l'avais pas reconnue, elle m'avait reconnue, mais... Et elle m'avait dit, oh là là, ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, les travailleurs sociaux étaient venus l'aider. La dame ce matin disait, il faut que les dames puissent sortir de leur isolement. Et en fait, cette maman, elle avait intégré un groupe de parole. Elle avait pu être avec d'autres mamans. Et on lui avait permis d'accéder à un autre logement. Et en fait, sa vie avait totalement changé. Effectivement, elle avait fait une interdiction de sortie du territoire pour sa petite fille. Et elle était rassurée. Et du coup, ce signalement au procureur l'avait aidée dans sa vie au quotidien. Donc le signalement, ce n'est pas que parce qu'on peut avoir une inquiétude par rapport à la maman. C'était aussi là dans un cadre de protection. Donc voilà, on fait cet examen. Le plus souvent, on parlait de tabou, je le redis, les mamans, elles n'ont rien expliqué à leur fille. Alors, quand c'est des tout petits, c'est pas trop grave. Bon. Quand c'est des tout petits nourrissons, on explique quand même aux petits nourrissons, parce qu'on a l'habitude, on est pédiatre.
Mais quand elles sont plus grandes, les mamans n'ont rien expliqué. Ouais. Mais rien du tout. Donc, il faut qu'on explique le pourquoi elles sont là. Et donc, on explique avec la maman, voilà, en présence de la maman. Et c'est là où on voit ce tabou très fort sur ce qu'est cette excision, ce qu'on va faire, l'examen. Voilà, on sent que c'est pas simple. Je ne sais jamais comment ça se passe l'après-consultation, si ça va être reparlé après. Voilà. Alimata, ce matin, nous disait ça n'est pas du tout parlé. Donc, vous l'avez constaté dans vos consultations. Les enfants arrivent, ils ne savent pas trop dans quel contexte et pourquoi. Et je pense que les adultes sont sûrement aussi très mal à l'aise pour parler de choses dont elles-mêmes, elles n'ont pas été informées et où elles ont subi les choses sans les comprendre, en fait. C'est ça. Et quand en pédiatrie, avec mes collègues, quand on doit regarder les parties génitales, on a l'habitude de dire aux mamans comment vous nommez ça, chacun un petit nom dans chaque famille. Je vous passerai tous les petits noms qu'on a entendus depuis 20 ans d'exercice. Et bien souvent, quand on demande à ces mamans, est-ce que vous avez un petit nom ? Ben, elles n'ont pas de petit nom, en fait. Elles nomment pas, en fait. Donc, on essaye d'expliquer avec nos mots à la petite fille qui ouvre. Parfois, quand elles ont 8 ans, elles ouvrent des yeux comme ça, parce qu'on leur explique de but en blanc, 1, ce que c'est que l'excision, 2, qu'on va regarder à cet endroit-là. C'est toujours des consultations qui sont un petit peu, particulières, parce qu'il faut expliquer ça. Et la dernière fois, il y a une semaine, j'étais avec une jeune étudiante en médecine et je lui ai dit, tu vas voir, les mamans, elles expliquent jamais, c'est toujours un peu, voilà, il faut. Et j'avais une maman devant moi, je lui ai dit, est-ce que vous avez expliqué ? Elle me dit, oui, j'ai bien expliqué. Et je regarde l'étudiante, je dis, madame, vous êtes parfaite. Tout avait été expliqué, c'était la première fois que ça arrivait. Très bien, merci beaucoup. Je vais amener un micro, puisque vous êtes 2 pour représenter la Maison des Femmes, en espérant que ça fonctionne. Voilà. Donc, vous avez présenté mercredi, à l'occasion de l'inauguration de l'unité violences faites aux femmes, le projet de création d'une Maison des Femmes. Je vous laisse nous redire quel est le projet. Bonjour à tous. Si ça marche. Mélanie Aimé, je suis médecin légiste et coordinatrice de l'unité violences faites aux femmes et présidente également de l'association Maison des Femmes d'Orléans. Je vais laisser ma collègue aussi se présenter dans la foulée. Je suis Marine Durand-Marin, je suis sage-femme à l'hôpital d'Orléans depuis une quinzaine d'années et je suis également vice-présidente de l'association Maison des Femmes d'Orléans. Donc l'unité violences faites aux femmes a ouvert ses portes le 2 novembre 2021 à l'hôpital d'Orléans. C'est une unité qui permet une prise en charge pluridisciplinaire aux femmes victimes de violences, une prise en charge médicale, médico-légale, sociale et psychologique, dans une unité de temps et de lieu, quelles que soient les violences subies, physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, économiques, matérielles, quel que soit le contexte dans lequel elles surviennent, intrafamilial, professionnel, scolaire ou dans l'espace public. J'ai la chance d'être entourée de 2 psychologues, Madame Sens et Madame Almas-Griveaux. Je ne sais pas si Madame Almas-Griveaux est dans l'Assemblée. Si elle est tout là-haut, elle lève la main. Et de 2 assistantes sociales, Madame Saïl et Madame Dacruz. Cette unité violence faite aux femmes n'est en fait, comme vous l'avez très bien expliqué, que la première étape d'un projet qui est beaucoup plus grand, et qui est celui de créer une maison des femmes au sein de l'hôpital. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une maison des femmes, si vous savez ce que c'est. Oui, non. Levez la main ceux qui connaissent les maisons des femmes. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est initialement l'idée d'une gynécologue de Saint-Denis qui s'appelle Rada Hatem et qui a créé la première maison des femmes à Saint-Denis en 2016. Une maison des femmes est constituée de 3 unités, une unité violence faite aux femmes, une unité planification familiale et une unité mutilation sexuelle féminine. C'est vraiment un lieu ressource qui va permettre une prise en charge complète, médico-psychosociale et judiciaire. Et en fait, ça permet d'accueillir au sein de ce lieu les femmes
c'est plutôt les professionnels qui viennent à la rencontre des femmes et pas les femmes qui doivent parcourir des kilomètres pour rencontrer les aidants et les soignants. Donc au sein de cette maison des femmes, c'est plusieurs professionnels qui interviennent. Alors des professionnels médico-psychosociaux, ça peut être des enquêteurs, des juristes, et également des art thérapeutes, des coachs sportifs pour tout ce qui est atelier thérapeutique, groupe de parole. Le but, c'est vraiment, la finalité, c'est vraiment la reconstruction, la sortie définitive de violence et le retour à l'autonomie. Ce qu'on souhaite dans notre maison des femmes également, c'est un peu à l'instar de ce qui se passe déjà à l'UMJ mineur, c'est de pouvoir mettre en place une salle d'audition filmée, une salle de confrontation pour permettre l'audition des femmes victimes au sein de cette maison des femmes et non plus en commissariat ou en brigade de gendarmerie, qui sont des lieux pas très très accueillants. Voilà. Enfin, le système de santé reste quand même le lieu de premier recours pour les femmes victimes. Et voilà. Est-ce que j'ai oublié ? Alors, où on en est Ben oui. Alors, on a dévoilé le logo mercredi, le logo Maison des Femmes. Là, on en est vraiment au point de départ de ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Maisons des Femmes sont soutenues, accompagnées et coordonnées par un collectif qui s'appelle le collectif Restart, que dirige Rada Hatem. On a été validé par ce collectif le 30 septembre 2022, donc on est officiellement Maison des Femmes d'Orléans. Mais il nous reste à construire le lieu et à recruter les professionnels. Mais la motivation, c'est la première étape et on la sent bien. Là, on va être dans une recherche... Comment ? Oui. On va être dans une recherche de mécènes, tant pour nous aider à financer la construction et les postes que l'on va créer, et aussi des mécènes de compétences, parce que pour gérer un tel projet, il faut aussi s'y connaître, notamment sur tout ce qui va être ouverture de compte, communication, et on a quand même de gestion d'un projet comme ça. On est un peu limité par nos seules compétences de professionnels de santé. Donc voilà. Qui finance ? Alors, pour les maisons des femmes, le modèle de financement, c'est 1/3 de subventions publiques, 1/3 de donateurs, de dons, et 1/3 de tarification à l'acte. On a estimé le coût de fonctionnement à 2,5 millions par an et un coût de construction à 3,7 millions. J'ai eu le devis ce matin. Souvent, la première étape d'un projet, c'est aussi les constats que l'on fait. Marine, vous êtes sage-femme, et vous, dans votre pratique, du coup, je rebondis sur la Maison des Femmes, qui aura déjà cette unité violence, et on aimerait beaucoup que la Maison des Femmes ait une unité de prise en charge des mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, moi, j'avoue que dans mes études de sage-femme, j'y étais très très peu confrontée. On l'a très peu abordé en cours, et c'est vraiment en arrivant à Orléans et dans ma pratique professionnelle que j'ai vu des femmes victimes de mutilation qui parfois ne savaient pas qu'elles avaient été victimes de mutilation, et j'ai un peu tout appris sur le tas. Parfois j'ai été maladroite parce qu'effectivement c'est toujours difficile de savoir quand la femme ne sait pas comment lui dire, comment aborder les choses, comment ne pas être violente encore une fois. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. J'en ai discuté avec plusieurs collègues, et on a été plusieurs, dont Laure Bako-Sayawonou qui est dans la salle, à vouloir faire quelque chose sur ce sujet, et voilà, à essayer de voir comment on faisait dans d'autres régions, dans d'autres départements, parce que les mutilations sexuelles, ça a aussi des conséquences au moment de l'accouchement, et ça on le voit assez régulièrement. Ça a déjà en principale conséquence que les examens gynécologiques sont douloureux, sont difficiles, voire impossibles en fait pour les femmes qui ont été infibulées. Alors on en fait moins, beaucoup moins qu'il y a encore 10 ou 15 ans des touchés vaginaux pendant la grossesse, mais on en fait toujours au moment de l'accouchement. Donc c'est toujours des périodes qui sont compliquées. Souvent ce sont des déchirures des excisions qui ont très très mal cicatrisé, donc qui font des déchirures qui sont compliquées, qui font des déchirures qui cicatrisent très très mal, qui s'infectent, avec toutes les conséquences que ça peut avoir à long terme. Ce sont des femmes qui vont avoir plus facilement des hémorragies de la délivrance. Ce sont des femmes qui auront des incontinences urinaires, qui auront des infections urinaires récidivantes aussi. Dans les pays où l'accès aux soins est compliqué, on peut avoir aussi des fistules vésico-vaginales. Je suis désolée, c'est un peu
et vésico-rectale aussi. Oui, on a parlé ce matin effectivement des conséquences qui peut arriver, et aussi parfois, c'est pareil, on peut avoir des décès néonataux et des décès maternels sur des accouchements qui durent des heures et des heures et des jours. Des choses qu'on ne voit pas ici chez nous, mais qui existent malheureusement dans le monde. Et il y a environ 500 000 femmes par an qui décèdent à l'accouchement de ces séquelles-là. Et dans votre projet Maison des femmes, comment vous souhaiteriez développer justement l'action pour les femmes qui ont été victimes? Dans un premier temps, ce qui est important, c'est qu'on arrive à dépister en fait ces femmes victimes de mutilations sexuelles le plus tôt possible dans la grossesse, pour voir quelle aide première on peut leur apporter. Plus on sait tôt dans la grossesse que la patiente a été excisée, plus on peut déjà apporter une prise en charge psychologique, parce qu'il y a toujours, c'est normal, une peur de l'examen, une peur de l'accouchement. Ça peut raviver des souvenirs quand les excisions elles ont été faites à un âge où on a déjà des souvenirs. Donc déjà, premièrement, de savoir quand ça a été fait le plus tôt possible, on peut préparer un petit peu la femme à l'accouchement. Et pour les patientes qui ont été infibulées, le savoir le plus tôt possible, ça permet de désinfibuler en fait pendant la grossesse ou à l'accouchement. Ça, ce sont des choses qui se préparent. Ce qui est compliqué, c'est quand effectivement on ne sait pas que la patiente a été infibulée et qu'on le découvre le jour de l'accouchement, parce qu'il y a toute l'excitation de l'accouchement déjà qui est là, et puis du coup il y a le stress. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Plus on peut préparer les choses en amont, mieux elles sont faites. Et après, l'intérêt de l'unité qu'on aimerait beaucoup mettre en place, c'est de proposer une prise en charge de réparation des mutilations sexuelles, qu'elles soient chirurgicales ou non chirurgicales. Mais voilà, un parcours de prise en charge pour ces femmes avec des consultations médicales, avec des consultations avec un chirurgien, avec des consultations avec des assistantes sociales, des psychologues, des conseillères conjugales, mais pas que. Et offrir ce qui se fait déjà chez vous, des groupes de parole, pour vraiment faire une prise en charge holistique à ces femmes, et si elles le souhaitent, aller jusqu'à un parcours de chirurgie, mais qui n'est pas forcément la finalité. D'accord. C'est drôlement encourageant d'entendre que tout près de chez nous, à Orléans et dans le département du Loiret, il y a des personnes qui sont prêtes à s'investir sur cette question. Audrey, Nadine, alors moi je vous connais très bien, mais peut-être pas le public. Je vais donc vous encourager à vous présenter, ainsi que votre contexte de travail et comment vous êtes en lien avec des femmes qui ont vécu une mutilation génitale féminine, et comment elles viennent vous rencontrer. Alors, moi, je me présente, je m'appelle... C'est bon, ça fonctionne ? Je suis Nadine Ferrandon, je suis animatrice conseillère conjugale au planning familial depuis pas mal d'années déjà. Voilà, donc en fait, par rapport à la question des mutilations, dans mon exercice en fait, au quotidien, on accueille déjà énormément de femmes qui viennent sur les questions de santé sexuelle, et notamment sur le volet justement juridique. Dans leur parcours de demande d'asile, elles souhaitent souvent rencontrer un médecin pour avoir ce certificat d'excision ou de non-excision. Donc c'est vraiment la première porte d'entrée en fait pour nous, pour aborder la question des mutilations, puisqu'en fait elles viennent avec cette demande. Donc ça nous facilite en tout cas la parole pour nous de parler, de poser des mots sur ce qui s'est passé, sur éventuellement voir un petit peu ce qu'elles en connaissent, échanger un petit peu sur leur vécu. Et puis, je reviendrai sur ce point-là, mais sur un autre volet de mon activité, où on intervient beaucoup aussi dans des structures d'accueil où il y a des femmes, justement des CADA, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Et c'est là aussi où on présente nos missions en fait, en tant que planning familial, donc centre de santé sexuelle. Et à cette occasion-là, on présente aussi nos actions et le fait d'avoir des médecins qui peuvent accueillir les femmes justement sur les questions de mutilation. Et voilà, il se trouve que dans ces groupes-là, des femmes soulèvent le fait qu'elles se sentent assez isolées et qu'elles n'ont pas de lieu où elles peuvent s'exprimer sur ce sujet-là, un lieu justement où elles se sentent en sécurité, où elles se sentent compris, enfin en tout cas accompagnées dans leurs paroles. Et c'est comme ça en fait qu'a démarré un petit peu
le début du groupe d'expression. Voilà, des femmes qui sont présentes ici, c'est-à-dire qu'en fait, certaines ont souhaité pouvoir témoigner, pouvoir en parler à d'autres, ne pas se sentir seules. Voilà, je pense qu'elles en parleront mieux que moi, mais en tout cas, c'est comme ça en fait que nous, on a souhaité leur ouvrir un petit peu la possibilité, la porte au planning familial pour les accueillir et puis leur proposer des temps d'expression entre elles. Donc c'est des temps voilà, où elles vont à leur rythme. En fait, chacune vient si elle le souhaite. Et voilà, on sent que voilà, il faut du temps, il faut pouvoir oser s'exprimer, prendre la parole sur ce sujet-là, être à l'aise et puis avoir envie aussi de s'exposer. C'est pas des choses qui sont simples. Et nous, en tant que professionnels, on les accompagne, on leur apporte des outils, de la connaissance, des ressources, pour comprendre aussi comment le corps fonctionne, comment on est physiquement, ce que c'est que le corps d'une femme, le sexe d'une femme, le plaisir. Voilà, c'est des choses qu'on aborde en toute simplicité, mais en fait, on se met un petit peu tout au même niveau. C'est-à-dire que voilà, on apporte aussi notre connaissance en tant que professionnel, mais en tant que femme. Et les choses se délient petit à petit, au fur et à mesure des entretiens et des groupes. Voilà, et aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine de personnes, de femmes qui ont été sensibilisées à ce groupe-là. Et alors elles ne sont jamais 40 ensemble, heureusement d'ailleurs, mais voilà, et donc régulièrement, ce groupe se réunit pour avancer un petit peu dans l'idée de s'exprimer sur ce sujet. Voilà, puis donc sur le côté purement médical, j'ai passé la parole à Audrey, qui est notre médecin référent, on va dire. Vous m'entendez ? Moi, je suis médecin en planning depuis 2014. On est une équipe de 6 médecins et une sage-femme, tout à temps partiel. Et la question des mutilations, je voudrais juste dire que, comme vous disiez tout à l'heure, dans notre parcours médical de formation, on ne nous apprend absolument pas à repérer, à parler de cette question avec les femmes. Et donc, moi, j'ai découvert ça en travaillant en planning familial parce que, effectivement, on nous demandait de faire des certificats d'excision ou de non-excision. Donc, au début, j'ai été très mal à l'aise parce que pas du tout formée. Et on me demandait à moi de savoir les repérer. Donc, petit à petit, je me suis intéressée à la question. Et aussi à savoir du coup comment aborder la question avec les femmes au-delà de cette demande de certificat. Parce que voilà, une fois qu'on a commencé à le voir, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Et donc maintenant, au sein de nos consultations, on fait de la contraception, des consultations pré-IVG, de suivi de grossesse, de suivi gynécologique. Si on n'en parle pas et on ne se met pas à disposition pour évoquer le sujet, si c'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera. Alors que grâce aux femmes que j'ai pu rencontrer à l'occasion des consultations, je me suis rendu compte que elles n'attendent que ça, qu'on aborde le sujet en restant modeste, on n'est pas des experts, mais au moins on peut en parler. Et puis du coup, grâce au groupe, grâce aux femmes que je vois en consultation, je me suis intéressée à la question. On est allé se former à Paris pour en savoir un peu plus. On a cherché aussi des relais parce qu'une fois qu'on a constaté, qu'on a fait le certificat, on a envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme accompagnement ? Donc je suis ravie d'entendre qu'à Orléans, on va pouvoir proposer des choses parce que dans la formation qu'on a fait, c'était à Paris où il y avait une diversité énorme de relais possibles, alors qu'ici, jusqu'à présent, c'était très léger. Donc, je suis quand même très contente de savoir que de plus en plus, on va pouvoir proposer quelque chose
voilà. Et je voudrais dire qu'en tant que généraliste aussi, j'aimerais bien que ça aille au-delà de la consultation au planning familial, qui est quand même particulière. Dans nos cabinets de généralistes, de sages-femmes aussi, en ville, on est capable de le repérer. Il suffit d'oser en parler. Et bien souvent, ça se passe bien parce que les femmes, elles sont demandeuses de ça. Ben oui, Alimata Fofana ce matin nous disait « Je suis allée chez une gynécologue, j'étais en examen. Je lui ai demandé si j'étais normale, si elle voyait quelque chose. » Donc la gynéco, la médecin a répondu « Mais oui, tout va bien, vous êtes normale. » Et elle a été obligée de chercher la réponse qu'elle attendait en disant « Mais non, enfin, j'ai été excisée. » Et c'est à partir de là, c'est elle qui a fait la démarche d'ouvrir le sujet en allant vraiment le chercher. Et c'est vrai qu'en fait, elle attendait des professionnels que le sujet soit abordé. Et cette espèce de tabou qui est un peu le fil conducteur de notre journée vient systématiquement créer de la gêne chez tout le monde parce qu'on ne sait pas comment l'aborder. Et je crois que les femmes du collectif qui se sont réunies au planning familial ont bien cheminé sur cette question-là, justement, du tabou et ont envie de le briser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce groupe qui se rencontre au planning, de qui il est composé et quels sont ses objectifs? Est-ce que quelqu'un veut bien se lancer? Alors, on a aussi, regarde, Atiti, derrière toi, tu as aussi un micro filaire qui fonctionne très bien. Ah, voilà. On n'en a pas 4, mais 3. Alors, comment s'est créé ce groupe? Allons-y. Je vais commencer. Ah oui, très bien, Mariama. Moi, c'est Mariama. Je pense que ce matin, j'ai un peu intervenu lorsqu'il y avait Alimata. Allez. Ah, super, merci à toi. Ah, d'accord. Donc, j'ai connu le planning familial lorsque j'étais dans un foyer au Kadadoma pour demandeurs d'asile, voilà. Le planning était venu pour intervenir et faire une intervention pour nous apprendre sur la sexualité, la santé sexuelle de la femme. Et on était plusieurs dames dans la salle parce que c'était un sujet qu'on n'en parlait pas entre nous. Et j'ai rencontré Nadine et Élise, qui est là. Je les ai posé des questions sur la sexualité parce que c'était quelque chose qui me travaillait un peu dans la tête vu que j'ai été excisée, j'étais victime de l'excision. Et ils m'ont dit, nous, au planning, tout le monde peut être accueilli si vous avez besoin d'en parler, d'échanger ou un moment parler avec d'autres dames, on est prête à vous accompagner dans cette démarche-là. Donc, je suis arrivée au planning dans les locaux en 2020, je pense. J'ai en parlé un peu à Nadine que j'étais dans une démarche de réparation clitoridienne, que j'avais commencé il y avait déjà 6 mois avant que je connaisse le planning. Et pendant que je connais le planning, ils m'ont accompagnée dans la démarche. Et j'ai fait 1 an, 6 mois avant d'aller jusqu'au bout de la réparation. Le groupe a été créé parce que j'avais besoin de parler, de m'exprimer, de mettre les mots sur ce que j'ai vécu, sur mon excision, sur ma réparation, sur la démarche que j'ai faite. Donc j'avais besoin d'être écoutée. On était accompagnés au CADA avec des assistants sociaux, mais on n'avait pas, au fait, il y avait ce tabou d'aller vers les assistants sociaux, de les expliquer ce qu'on a vécu parce qu'il y a cette partie, on va dire, il y avait une peur et il y avait une question de dire comment on va être vu, au fait, le regard de l'autre sur nous. Et moi, je sais que même après la réparation, au
aux alentours de là où je suis et tout, ça n'a pas changé le regard des autres envers moi. Donc je reste toujours cette femme qui a été excisée et tout. Donc le groupe de parole qui a été créé au planning familial, je pense qu'on l'a créé en 2020. Et aujourd'hui, moi personnellement, je parle en mon nom, mais je pense qu'aux autres aussi, ça nous aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai jamais pris le micro et parlé devant tout le monde. C'est la première fois que je le fais et je pense que au fait, ça m'a aidé à m'exprimer, à sortir au fait, la souffrance, à mettre les mots, même si la souffrance elle reste encore. Parce que ce matin, lorsque la dame, je ne sais pas comment elle s'appelle, parlait du couteau, de l'excision, de tous ces trucs. Et, je n'arrivais plus à tenir parce que pour moi, c'était une violence. Ça me rappelait des choses, des souvenirs que j'ai déjà vécus dans le passé. Malgré que je me bats chaque jour à oublier cette partie, mais je ne pourrais pas oublier. En fait, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, de mon identité, au fait. Donc, c'est pour dire que le planning familial, je vais dire merci aux dames qui nous ont accueillis, qui nous ont donné cette opportunité de nous exprimer, d'échanger aussi entre nous, de pouvoir discuter, même si le tabou n'est pas encore brisé totalement, mais qu'on y arrive petit à petit à en discuter entre nous, même en dehors du planning. On s'est créé une famille, au fait, parce qu'on ne se connaissait pas. Donc, moi, personnellement, je suis seule, je n'ai pas de famille en France. Mais aujourd'hui, je peux dire que grâce aux dames qui sont là, je me repère et je m'identifie à eux. Et voilà, c'est une grande chance pour nous d'avoir ce groupe de parole au planning. Voilà. Bravo. Parle. Bon, oui, moi, pour rajouter à ce que Mariama a dit, j'étais enseignante. J'ai toujours connu le planning, mais bon, j'avais jamais osé y aller, justement pour aborder cette thématique. C'est un jour, c'était après leur intervention. À l'époque, j'étais au collège Alain Fournier, à la Source. Il y a eu une intervention avec mes élèves de 3e. Et à l'issue de leur intervention, on a continué la discussion en classe. Et j'ai constaté leur besoin justement d'aborder la thématique de la sexualité, du consentement, etc. Et après, j'étais enceinte et une fois que j'ai accouché, peut-être que ça a réveillé, ça a réveillé des choses en moi aussi. Ouais, oui. Et j'ai envoyé un mail, j'ai contacté le planning familial justement pour solliciter leur aide, pour m'apporter les outils, pour que je puisse plus tard échanger avec les élèves. Parce que dans mon parcours, à chaque fois, il y a les élèves, surtout les filles, qui me demandaient à chaque fois, qu'elles me voyaient, Madame, vous êtes guinéenne. Je ne comprenais pas vraiment où est-ce qu'elles voulaient en venir, mais c'est une fois après, j'ai échangé avec une autre fille et elle essayait justement d'aborder, parce qu'elle me disait, oui, vous n'êtes pas comme les autres. C'est par rapport à elle, ce qu'elle vivait. L'image de la femme guinéenne qu'elle avait, et moi, en tant que guinéenne, je crois qu'elle voyait un décalage. Et moi, je n'arrivais pas du tout. J'avais même demandé à la dame du CDI du lycée Benjamin Franklin à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles d'elle, je lui avais même proposé d'essayer de faire quelque chose là-dessus. Mais bon, comme je dis, à l'époque, je n'avais pas vraiment la force ni tous les outils. Et du coup, après, Nadine m'a justement dit qu'elle mettait en place le groupe de parole sur la thématique. Et je lui ai dit, avec plaisir, je rejoindrai le groupe. Et effectivement, ça m'a permis de rencontrer d'autres femmes
que ça fait un moment que je suis à Orléans et j'avais comme objectif justement de créer une association là-dessus, mais bon, je me sentais toute seule et tout, et je me disais, j'ai des copines françaises, européennes, mais je me suis dit, c'est mieux avec des femmes qui l'ont vécu comme moi, peut-être que à la suite, on pourra peut-être amener les autres à nous aider. Et du coup, là, j'ai rencontré les femmes et l'objectif, c'est de créer justement l'association qui traîne un peu, mais bon, je pense qu'il va falloir s'y mettre là maintenant. Donc, en tout cas, vous avez eu ce matin beaucoup d'encouragement en ce sens. J'espère que ça vous donnera encore plus envie. Est-ce que tu avais envie de compléter un petit peu, peut-être sur ce que ça apporte de se retrouver en collectif? Oui, bonjour, je me nomme. De passage, je voulais remercier Chef Gaël. C'est grâce à eux que j'ai connu le planning familial. Chef Gaël? Elle n'est pas là. Donc, c'est eux qui m'ont dirigé vers planning familial. Donc, ils m'ont beaucoup aidé. L'association aussi m'a aidé. Parce que c'est grâce à eux que je me suis défoulée. Parce que je n'osais pas parler du tout de ce que j'ai vécu. Parce que moi, mon excision, ça s'est très, très mal passé. Vous le savez déjà. De fait qu'on m'a excisé, après j'ai eu un kyste qui est monté là-bas, donc j'ai tellement souffert avec ça. Mais arrivé au planning familial, ça m'a beaucoup aidé avec les collègues. Je discutais de ça et puis la réparation que j'ai faite, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc ça c'est que moi je peux rajouter. Oui. Allô? Oui, nous sommes là. On fait comme le matin. Vous m'entendez? D'accord. On y va, Sophie. Alors, moi j'avais une question parce que vous dites que le groupe vous a aidé, mais vous nous aidez aussi beaucoup à appréhender la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait que les médecins qui suivent la santé sexuelle des femmes, les gynécologues, abordent ou non le sujet de la mutilation que vous avez vécue? La question, elle est pour moi ou bien pour... pour qui veut. Okay. Si tu te sens, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Madame. Je suis de nationalité guinéenne. Et je suis en France depuis 2014. Je suis venue avec mes 2 filles. Je suis venue avec une dans le ventre, avec une autre de 5 ans. Donc, du coup, j'ai été protégée par l'OFPRA en 2015. Et après, j'étais à Cergy-Pontoise et du coup, on m'a transférée à Orléans. Donc, depuis ça, je suis avec mes 2 enfants. Je ne dirais pas que je ne faisais pas quelque chose parce que j'étais une femme toute seule avec les 2 enfants. Donc, je m'en occupais avec mes enfants. Je n'ai pas cherché à travailler. Donc, du coup, c'est en 2019 que mon mari est venu me rejoindre. Et en plus, de passage, j'ai un mari chirurgien pédiatre. Donc, du coup, quand il est venu, et tout de suite, moi, je suis sortie de la maison maintenant. Je dis, ça y est, c'est fini. Moi aussi, je vais aller chercher pour moi maintenant. Et donc, je me suis lancée dans des formations. Et à ACM Formation, j'ai essayé avec un Visa Plus. Et du coup, après, j'ai fait la formation DPP pour l'élaboration du projet professionnel. Donc, du coup, on m'a demandé qu'est-ce que je veux faire. Je dis, je vais travailler dans les associations pour la lutte des violences faites aux femmes. Je dis, parce que depuis au pays, je suis cette femme révoltée qui a toujours voulu le faire, mais sauf que je n'avais pas la liberté d'expression et je ne savais pas vers qui aller. Donc, à partir du moment où je suis dans un pays comme ça, je dis, franchement, moi, je suis là, c'est pour ça. Et donc, du coup, on m'a orientée, on m'a dit, pourquoi pas le planning familial? J'ai téléphoné, je suis tombée sur Nadine. Elle m'a accordé un petit stage. Nadine. Bah oui. Donc, j'ai téléphoné pour la première fois, je suis tombée sur Nadine et donc elle m'a accordé un stage de 3 semaines si je ne me trompe pas.
Et donc, du coup, quand je suis venue, Nadine m'a parlé. Elle m'a dit qu'il y a un groupe de femmes qui se rencontrent là-bas pour en parler, se libérer un peu. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez, je suis la 3e. Elle est la première. Il y a une autre qui s'appelle Marliette, la 2e. J'ai été la 3e du groupe. Donc, je suis venue et Nadine m'a expliqué. Elle m'a dit, bon, voilà ce qu'on fait. On a un petit film qu'on fait sortir ici, un film malien qu'on regarde ensemble. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses là-dessus. Je dis, Nadine, de toute façon, je dis, moi, à mon avis, le petit film, on arrête. Je dis parce que c'est nous, les Africains, qui regardons. Donc, si tu veux, c'est quelque chose qui va nous irriter encore de plus. Je dis, moi, je pense qu'on veut passer à l'acte maintenant. On essaye de... Elle dit, j'ai tout fait, j'appelle les dames, elles viennent, et après, il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Donc, ensemble, on a essayé de trouver la solution par rapport à ça. Et petit à petit, on a pu consolider le groupe. Malgré qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont au travail, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas venir, mais c'est parce qu'elles sont coincées, elles ne pouvaient pas venir, quoi. Donc, du coup, le petit souci qu'on avait toutes, et on avait peur de se parler, si vous voulez, parce qu'on est presque toutes, on était toutes des Guinéennes, à peu près. Donc, vouloir parler, est-ce que devant une télé, ça va sortir au pays? Est-ce qu'à la radio, quelqu'un va entendre? Est-ce qu'entre nous-mêmes, dans cette ville même, on va être indexé par des gens pour dire elle a subi ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, on avait peur un peu. Mais le planning a essayé de nous rassurer pour nous dire que oui, tout ce que vous allez dire, ça reste là. Ça ne sort pas d'ici. Ça, soyez confiants. Et vous êtes des majeurs. Il faut avoir cette confiance entre vous. Donc, on s'est rendu compte que vraiment, tout ce qu'on se disait restait au niveau du planning. Personne n'est indexé au dehors. Donc, si vous voulez, on a eu cette confiance en soi. Donc, tout est parti de là. Et finalement, on s'est dit, pourquoi ne pas créer une association? Sauf qu'on est là-dessus. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'abord. Oh, ça va venir, c'est pour la radio. Donc, pour le moment, on est là-dessus, mais on n'a pas abouti d'abord. On n'a pas abouti à ça. Et donc, moi, ce que je vais essayer, le message que je vais essayer de vous passer, vous qui ne connaissez pas cette histoire, c'est que la différence, elles n'ont pas vécu. Elles n'ont pas vécu. Voilà, ils entendent, mais elles n'ont pas vécu. Donc, du coup, moi, franchement, mon combat, c'est quoi? Je l'ai toujours dit et ce matin, je l'ai répété. Si vous voulez, je ne suis pas en train de combattre pour les femmes qui sont en France. Parce que déjà, je sais qu'en France, ça ne se passe pas comme ça. Tu le fais, tu t'attends à quelque chose. Et voilà, moi, j'ai mes filles qui sont en France, qui ne risquent absolument rien. Donc, je suis soulagée. Et mes filles, elles sont toujours 2 ans ou 3 ans comme ça. Elles sont réussies et on les reçoit à l'hôpital. Et madame, je me rappelle bien de vous. Et voilà. Merci. D'accord, merci. Donc, en France, ça ne se passe pas comme ça. Même si les enfants, ils sont pas qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai tout mélangé. Donc, en France, par exemple, tu le veux pas, tu ne peux pas le faire. Parce que si tu le fais, tu t'attends à quelque chose. Et l'OFPRA a placé quelque chose. Par exemple, un enfant ne peut pas rester comme ça, dire que oui, on a fait un premier certificat, l'enfant reste comme ça, il n'y a pas de contrôle. Non. Tu te dis que je vais dans mon pays d'origine, je le fais tout de suite. Et madame est là pour t'accueillir à Orléans. Donc là, ça s'arrête. Et voilà, donc tu as ça en tête. Même si tu le veux, tu ne peux pas. Même si tu le veux, tu ne peux pas. Mais sauf que de l'autre côté, en Afrique, il y a les enfants qui, je vous dis, même à l'heure où je vous parle, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en train de mourir par rapport à ça. Et moi, c'est cette pitié que j'ai en moi. Étant femme, me dire ce que j'ai laissé moi et ce que j'ai fait sauver à mes enfants, ma maman, elle n'a pas eu cette chance. Ma mère, elle n'a pas eu la chance de me sauver, même si elle ne le veut pas, parce que les femmes, ce n'est pas que c'est les femmes qui le font, mais moi, je me dis que franchement, je remets tout sur les hommes. Je remets tout sur les hommes, parce que la maman, personne au monde ne peut admettre un couteau sur le sexe d'un enfant. Ce n'est pas possible. Personne. Mais si tu te dis que oui, c'est le mari qui a dit, il a ordonné que tu mets ton doigt dans le feu, il faut le mettre. Que tu excises l'enfant, il faut le faire.
Tout ce que l'homme dit, tu l'appliques à la lettre. Que ça va, ça ne va pas, on ne cherche pas à savoir. Donc les autres qui sont de l'autre côté, moi si j'ai un combat, si vous voulez, c'est le combat de ces gens. Oui, on va le faire ici, parce que là c'est une sensibilisation. Et de l'autre côté, je me dis d'ailleurs, est-ce que les femmes ont besoin d'une sensibilisation? La réponse chez moi, c'est non, parce que c'est les victimes. Déjà, elles le savent, c'est des victimes. Par contre, s'il y avait à sensibiliser, c'est les hommes qui sont en train de conduire les femmes dans cette situation qu'on ne peut pas parler. Donc, de l'autre côté, en Afrique, s'il y a à sensibiliser, c'est ces hommes. Parce que quand tu dis à un mari tout de suite, l'homme et la femme, ça c'est votre enfant, tu dis à l'homme et à la femme, tu dis, monsieur, l'enfant, vous l'excisez, vous partez en prison. Croyez-moi, l'enfant ne sera pas excisé. Mais vous sensibilisez la maman, vous lui dites, ton enfant, ce n'est pas possible. Tout de suite, si ce n'est pas son mari, c'est la belle famille. Donc là, moi, je me dis dans ma tête, ils sont en train de le faire en Afrique pour dire que oui, on est en train de sensibiliser, mais ça va servir à rien. Parce qu'ils réunissent les femmes ensemble, ils parlent aux femmes, et alors que c'est une voix qui ne passe pas, la parole, elle ne passe pas. Si moi, je suis devant vous pour parler, c'est parce que je suis en France. Je ne l'ai jamais en parlé dans mon pays. Jamais. Tu peux rester avec ta soeur, tu peux rester avec tes copines, tu peux rester avec ta maman. Tu es dans cette douleur, tu n'en parles jamais.